l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Poursuite à Lima, au Pérou, de la 20e conférence de l'ONU sur le climat. Les initiatives rwandaises en matière de gestion des ressources naturelles ont été saluées par les participants. Fin à Libreville, au Gabon, de la rencontre Dialogue Pays sur la lutte contre la tuberculose. Il s'agit de fixer les priorités en vue de la soumission du pays au nouveau mécanisme de financement du Fonds mondial. Une opération américaine pour libérer un otage tourne au drame au Yémen. 2 otages, un Américain et un Sud-Africain, ont été assassinés officiellement par les terroristes d'Al-Qaïda. Washington tente de justifier cette opération. Voilà pour le sommaire. La 20e conférence de l'ONU sur le climat a lieu en ce moment à Lima, au Pérou, en présence de plusieurs représentants des pays. Un exemple africain séduit celui du Rwanda. Le pays développe des initiatives concrètes, notamment dans des coopératives qui permettent aux agriculteurs de mieux gérer les ressources naturelles et de moins subir les caprices de la météo ou des changements climatiques. La saison des pluies s'est fait attendre. 3 semaines déjà que ces agriculteurs scrutent le ciel en espérant voir tomber les précieuses gouttes. Les prévisions météorologiques ont finalement annoncé des précipitations pour les jours à venir. Ils prennent donc le risque de semer. Les caprices du temps coûtent cher à ces petits producteurs rwandais. À cause du changement climatique, notre rendement est moins important. Et même quand il pleut, le maïs ne pousse pas bien. Le changement climatique a bouleversé les pratiques agricoles traditionnelles, qui sont très dépendantes du taux de précipitation. Fournir des semences de meilleure qualité, permettre aux paysans de sécher et stocker leurs récoltes en toute sécurité dans ces hangars. Des mesures simples et efficaces mises en place dans le cadre d'un programme national financé par le FIDA, un fonds onusien spécialisé sur les questions agricoles. Jusqu'alors, les paysans laissaient leur production à l'air libre, quel que soit le temps. Les producteurs laitiers souffrent aussi du dérèglement climatique. Lorsqu'il pleut et que nous avons du fourrage, nous obtenons environ 13 litres de lait par jour. Mais nous en avons beaucoup moins pendant les longues périodes de sécheresse. Désormais, ils peuvent au moins stocker leur production de manière hygiénique dans ces cuves réfrigérées. Organisés en coopérative, ces centres mettent aussi les producteurs directement en relation avec des acheteurs. Les paysans peuvent suivre des cours pour mieux faire face au marché. Plus de 150 000 d'entre eux devraient bénéficier de ce programme dans les 5 années à venir. Nouveau massacre en République démocratique du Congo. 36 personnes ont été tuées à la machette et à la hache. Ça s'est passé dans la région de Beni, dans le nord Kivu. Le massacre attribué aux rebelles ougandais des forces démocratiques qui ont déjà commis plusieurs tueries dans cette région. Au Gabon, le Premier ministre a reçu tour à tour en audience le ministre tchadien de la fonction publique, du travail et de l'emploi dans le cadre d'une prise de contact avec les membres de l'OFPA dont il est le président en exercice. C'est un reportage de nos confrères de la télévision gabonaise. En séjour à Libreville, dans le cadre d'une tournée contact avec les États membres de l'OFPA, le ministre tchadien de la fonction publique, du travail et de l'emploi, par ailleurs président en exercice de la conférence des ministres de l'Observatoire des fonctions publiques africaines, a été reçu par le Premier ministre, chef du gouvernement, le professeur Daniel Onaondo, en présence du ministre gabonais en charge de la fonction publique, Jean-Marie Ogandaga. Monsieur Abdel Ram Mokhtar Mama, qui a été désigné à la tête de l'institution en février dernier, compte donner une nouvelle impulsion à l'OFPA, qui regroupe 26 pays. En tant que président de l'Observatoire des fonctions publiques africaines, l'OFPA, qui est un organisme qui s'occupe de toutes les réformes, d'études, tout ça par rapport aux réformes des fonctions publiques. Et j'ai été élu en février dernier, et dans mes programmes d'activité, il est question de faire un tour dans les pays membres, certains pays membres, pour donner une nouvelle impulsion à notre organisation.
Le Gabon est membre fondateur depuis 1991. Actuellement, donc ça fait globalement 24 ans. Et dans le but d'assister les États membres en termes, entre autres, de conseil, la conférence des ministres de l'Observatoire des fonctions publiques a pour vocation c'est d'avoir une base de données commune dans les bonnes pratiques dans les fonctions publiques, de mener des études, de mutualiser toutes ces études au bénéfice de ces pays membres. Le ministre tchadien et sa suite qui doivent poursuivre leur tournée dans les autres pays de la sous-région a mis à profit cette visite chez le Premier ministre pour remercier les autorités gabonaises pour leur soutien à l'OFPA. Puisque nous sommes au Gabon, nous y restons, mais pour parler santé, la lutte contre la tuberculose, les participants au séminaire sur le dialogue pays se sont prononcés sur le choix des priorités nationales en vue de la soumission du Gabon au nouveau mécanisme de financement du Fonds mondial. La concertation nationale organisée à Libreville répond aux exigences du Fonds mondial qui doit apporter à notre pays un appui financier de l'ordre de 4 milliards pour la composante tuberculose. Au terme des travaux qui ont abouti à l'adoption des priorités nationales sur les différentes thématiques, 10 recommandations ont été formulées. Entre autres, l'acquisition des médicaments pour les cas de tuberculose multirésistant, la prise en charge par la CNAM-GS du bilan diagnostique et pré-thérapeutique des suspects tuberculeux, l'extension des centres de traitement sur l'ensemble du territoire, la mise en place des structures d'accueil des cas de patients tuberculeux multirésistants, la formalisation de la participation communautaire dans la prise en charge des malades tuberculeux. Le dialogue pays, dira le ministre délégué en charge de la santé, marque une étape importante dans le processus d'élaboration et de soumission de la note conceptuelle du Gabon au regard de nouveaux défis posés par la tuberculose multirésistante. Cette rencontre vous a permis de dégager ensemble les priorités nationales vers lesquelles seront orientées les ressources allouées par le Fonds mondial et les autres partenaires au développement au cours des 5 prochaines années. Sur ce, les participants se sont séparés avec le sentiment d'un devoir accompli dont les conclusions des travaux visent l'amélioration de la prise en charge des patients tuberculeux. En Côte d'Ivoire, le Centre africain de management et de perfectionnement des cadres a clos sa session extraordinaire. La rencontre a réuni pendant 2 jours le ministre africain de l'Emploi. C'est un reportage de nos confrères de la télévision ivoirienne. L'importance de l'ordre du jour de cette session extraordinaire du CAMPC, le Centre africain de management et de perfectionnement des cadres, a mobilisé 5 ministres de l'emploi des pays membres sur les 6 qui composent l'institution. Il s'est agi à cette session de renouveler les membres du conseil d'administration du CAMPC et de donner de nouvelles orientations pour élever l'institution qui connaît des difficultés de trésorerie. J'ai pris donc cette initiative en accord avec le président du conseil d'administration parce qu'il y avait péril dans la demeure. Et cette réunion de ce matin visait à nous accorder sur l'essentiel du rapport de gestion fait par le directeur général. On a chargé le vice-président de s'intéresser davantage et de donner des conseils au directeur général pour que le CAMPC prenne son envol encore. À l'issue des travaux qui ont duré plusieurs heures, c'est le ministre nigérien de la fonction publique et de la réforme administrative qui succède au Togolais Bouraïma Diakbate Amadou Brim, ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'industrie, qui a présidé le conseil d'administration du CAMPC pendant 2 années. Je pense qu'à travers le programme à court et moyen terme que nous allons concevoir et mettre en œuvre, nous allons trouver des réponses adaptées aux exigences du développement économique et social de nos pays. Le Burkina Faso, l'un des pays membres de l'institution, était représenté par son ministre de la Jeunesse, de la Formation professionnelle et de l'Emploi, qui a sa première participation. Nous sommes arrivés au pouvoir il y a à peu près une dizaine de jours, donc on a un gros chantier à mener sur place, mais au regard de l'importance, n'est-ce pas, de cette session du conseil d'administration, le gouvernement a bien voulu m'autoriser à venir et participer. À cette session, le directeur général sortant du CAMPC, Jean-Marie Somda, a été reconduit pour un nouveau mandat de 4 ans.
À l'international, hier, une opération américaine pour libérer un otage détenu au Yémen a tourné au drame. Au cours de cette opération commando, 2 otages, un Américain et un Sud-Africain, ont été officiellement assassinés par les terroristes d'Al-Qaïda. Mais Washington tente de justifier cette opération. L'otage américain aurait été exécuté dans les 24 heures à l'expiration d'un ultimatum lancé par Al-Qaïda dans la péninsule arabique. Ce devait être une opération de sauvetage comme celle-ci, menée il y a quelques jours au Yémen. Les forces spéciales américaines avaient libéré 8 otages détenus par Al-Qaïda. Mais hier, le raid des forces américaines a échoué. Débarqués par hélicoptère, les Navy Seals auraient été repérés avant de parvenir au bâtiment où étaient détenus les otages. Luke Summers, un Américain de 33 ans, et Pierre Corky, un Sud-Africain de 57 ans, sont alors touchés par des tirs. Ils meurent durant leur évacuation. Une opération justifiée pour le secrétaire d'État américain à la Défense en visite à Kaboul. Cette mission, dont on donnera plus de détails, a été très bien exécutée. C'était une mission très compliquée et dangereuse, mais comme toujours, dans ces cas-là, il y a un risque. L'Américain Luke Summers, photojournaliste enlevé l'an dernier, était menacé de mort. En revanche, Pierre Corky, un Sud-Africain, était sur le point d'être libéré après de longues tractations menées entre ses ravisseurs et l'ONG pour laquelle il travaillait au Yémen. Nous, on n'est pas dans la force. On n'a rien à voir avec ça. On était prêts. Les chefs tribaux devaient rencontrer Al-Qaïda pour trouver un arrangement. On n'a rien à voir avec ça. C'est la première fois que des otages sont tués au Yémen depuis 1998. Sur place, aux États-Unis, les manifestations continuent pour dénoncer le racisme de la police. Les cas des citoyens noirs tués par des policiers blancs n'en finissent pas de s'accumuler, comme dernièrement ce père de famille tué à Brooklyn dans une cage d'escalier mal éclairée par un policier blanc. Je ne peux pas respirer, scandent ces manifestants. Les derniers mots d'Eric Garner, un Afro-Américain mort étouffé en juillet dernier lors d'une interpellation brutale par la police new-yorkaise. Ils sont venus par centaines dans l'emblématique gare de Grand Central pour dénoncer les dérapages policiers impunis contre des citoyens noirs. Je ne peux pas respirer, mais aussi la vie des Noirs compte ou s'il vous plaît ne tirez pas. Partout, les mêmes slogans de ralliement, de Chicago à Seattle, en passant par Détroit et Berkeley. Les manifestants sont descendus dans les rues pour la 4e journée consécutive. Dans le froid, ils étaient moins nombreux que la veille, mais toujours aussi déterminés. C'est un problème récurrent qui revient encore et encore et il ne semble jamais se résoudre. Je ne veux pas que mes enfants, lorsqu'ils seront les adultes, soient à nouveau témoins d'un incident comme celui de Michael Brown ou d'un nouveau massacre. Le problème doit être résolu. Cette nouvelle vague de manifestations a été déclenchée par la décision judiciaire mercredi de ne pas poursuivre le policier blanc impliqué dans le décès d'Eric Garner. Samedi, le révérend Al Sharpton, figure de la lutte pour les droits civiques, s'est rendu à l'endroit où ce père de 6 enfants a perdu la vie. Le gouvernement national et le Congrès doivent changer les lois relatives à la police. Nous ne pouvons pas avoir des procureurs qui décident de non-lieu dans des affaires comme celle d'Eric Garner ou de Michael Brown. Michael Brown, Eric Garner ou encore Akai Gurley, un jeune noir de 28 ans non armé, abattu dans une cage d'escalier le 20 novembre dernier. Ces funérailles samedi sont elles aussi venues alimenter les appels à une réforme des méthodes policières et du système judiciaire. Un sommet sur les droits civiques est annoncé pour début 2015. Venons-en maintenant à cette mystérieuse affaire de piratage informatique dont étaient victimes Sony Pictures. Les pirates ont dérobé entre autres des données personnelles des employés de l'entreprise. Le FBI a été chargé de l'enquête parce que les autorités américaines soupçonnent la Corée du Nord d'être à l'origine de cette cyberattaque, mais bien sûr des accusations démenties par Pyongyang.
Comme d'habitude en Corée du Nord, c'est la télévision d'État et sa très martiale présentatrice qui s'est chargée de relayer l'annonce officielle. Il y a de très nombreux amis de la Corée du Nord à travers le monde et les gardiens de la paix qui ont attaqué Sony Pictures en font partie. Les gardiens de la paix, c'est le nom que se donnent les pirates informatiques qui ont revendiqué la cyberattaque contre Sony Pictures fin novembre. Une agression massive et très organisée qui a entraîné la fuite sur Internet de données personnelles d'employés de Sony, mais aussi la mise en ligne de films produits par le studio. Et parmi eux, celui-ci. The Interview raconte le parcours de 2 journalistes américains chargés de tuer Kim Jong-un. Un affront insupportable pour le dictateur nord-coréen qui avait promis des représailles impitoyables. Du coup, les enquêteurs américains ont immédiatement soupçonné Pyongyang et ses cybersoldats, redoutables à en croire cette ancienne étudiante de l'école militaire nord-coréenne, passée au sud. En Corée du Nord, on appelle ça la guerre secrète. Ils peuvent s'infiltrer et obtenir ce qu'ils veulent. Aujourd'hui donc, le régime de Pyongyang nie toute implication directe dans la cyberattaque, mais aime à croire ou à faire croire qu'il en est le responsable. La cyberattaque contre Sony Pictures pourrait être l'œuvre vertueuse des sympathisants de la Corée du Nord pour nous défendre. Du côté de la filiale américaine du groupe japonais, l'enquête se poursuit. Elle est menée par le FBI, mais s'annonce difficile. Le groupe qui revendique l'attaque n'a jusqu'ici jamais fait parler de lui et l'origine géographique de cette cyberagression est encore inconnue. Quoi qu'il en soit, elle écorne encore un peu plus l'image de Sony. En 2011, c'est le site PlayStation Network qui avait été la cible de pirates informatiques. Des millions de données personnelles avaient été dérobées. Aujourd'hui, plus que jamais, le groupe semble incapable de protéger ni ses clients, ni ses employés. La fin d'un mystère et de l'espoir au Mexique. Le corps d'un des 43 étudiants disparus en septembre a été formellement identifié. L'endroit de la découverte et l'état de la dépouille semblent confirmer un scénario macabre, celui d'une exécution du groupe par des narcotrafiquants qui les auraient ensuite brûlés. Pour la première fois, l'ADN a parlé. Les médecins légistes ont identifié l'un des 43 étudiants mexicains disparus. Sur la page Facebook de leur université Ayotzinapa, un communiqué a été rédigé au nom de la victime. Il s'agirait d'Alexandre Mora. Son identité vient d'être confirmée. Il est de la ville de Pecuanapa, dans l'état de Costa Chica. Les étudiants ont disparu de la ville d'Iguala le 26 septembre dernier. D'après les autorités, ils auraient été attaqués par la police, puis remis à des narcotrafiquants. Assassinés, leurs corps auraient été brûlés et jetés dans une décharge. Une version jusqu'à présent très contestée à cause du manque de preuves. L'affaire a provoqué l'indignation dans tout le pays. Les manifestations parfois violentes se sont multipliées pour dénoncer la corruption et appeler le président à la démission. Enrique Peña Nieto est accusé de n'avoir rien fait pour empêcher le massacre. Si ces assassins pensent que parce que l'ADN d'un de nos garçons a été identifié, nous allons nous asseoir et pleurer, nous voulons leur dire qu'ils se trompent. Nous allons continuer à nous battre jusqu'à ce que nous trouvions les 42 autres étudiants disparus. Les familles espèrent encore retrouver certains étudiants vivants. Elles refusent de croire à une exécution de masse. Depuis 2007 au Mexique, la guerre des gangs a fait plus de 100 000 morts. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. À demain. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africa.